Guillaume Gillet est un jeune architecte encore méconnu lorsqu'il est sollicité par Max Brusset, maire de Royan, pour ériger une nouvelle église pour la cité détruite par les bombardements de 1945. Notre-Dame allait constituer un des 3 chefs-d'œuvre de l'architecte au cours de sa carrière, mais également elle est interpellée en ce qui concerne l'introduction ou pas de l'art moderne dans l'art sacré. Avant d'aborder l'église Notre-Dame actuelle, un petit retour en arrière s'impose. Une petite page d'histoire, tout simplement pour vous dire qu'une première église Notre-Dame a vu le jour à la fin du XIXe siècle, après des débats très longs dont seuls les Royanais ont le secret, puisqu'on va se disputer à Royan pendant 25 ans pour savoir où la bâtir. On a fini par la bâtir, cette première église, dans le bas du bourg, au niveau de la place Charles de Gaulle actuelle. C'était une église d'un architecte bordelais, une église néogothique, selon un modèle qui a circulé dans la deuxième moitié du XIXe siècle en France, une église à clocher-porche. Une église qu'on mettra sans doute beaucoup plus de temps à bâtir qu'on l'a détruite, puisqu'elle est partie simplement quelques heures lors du bombardement du 5 janvier 1945. Dans la nuit du 5 janvier 1945, plus de 1600 tonnes de bombes s'abattent sur la poche de Royan en 2 vagues, faisant 442 victimes civiles, d'après le recensement du pasteur Besançon. Royan est complètement détruite. En 1945, Royan n'est plus qu'un champ de ruines, et l'église Notre-Dame, un champ de ruines particulier dans cette atmosphère de désolation. Et on va réfléchir à la reconstruction de l'édifice. L'église ancienne se situait dans le centre de Royan, au niveau de la place Charles de Gaulle actuelle, donc dans une partie basse. Là, on va la faire migrer dans une partie un peu plus haute, ce qui va permettre de la mettre en scène dans tout l'ensemble urbain reconstruit des années 1950. Donc c'est une nouvelle église qui voit le jour, une église moderne. Et c'est cette église que je vous invite maintenant à découvrir, donc suivez le guide. Le premier avant-projet était confié à un cabinet d'architectes qui a beaucoup sévi à Royan, le cabinet Hébrard, Baraton, Bohin, qui va nous proposer un édifice beaucoup plus bas que celui que nous allons découvrir, un édifice qui était un édifice d'ailleurs inspiré de l'église de Pampulha au Brésil, projet d'église qui est jugé beaucoup trop horizontale, alors que Max Brusset souhaitait avoir toute une série de lignes verticales, une église véritablement qui domine le contexte urbain. Le projet que nous avions était un projet qui finalement aurait été un projet fondu parmi les maisons. Et donc le projet Hébrard, Bohin, Baraton est écarté au profit d'un nouvel architecte. Ce nouvel architecte, c'est tout simplement Guillaume Gillet. Grand Prix de Rome en 1946, Guillaume Gillet ouvre son agence en 1950 à Paris, à son retour de la Villa Médicis.
Il s'inscrit à Royan en qualité d'architecte de la reconstruction. Guillaume Gillet reçoit un coup de téléphone et on va lui demander de peaufiner un avant-projet pour cette nouvelle église en 15 jours. L'architecte dessine son plan en 15 jours et déclare à son équipe « Bon, nous partons ce soir pour Royan, il faut que les documents soient entre les mains du conseil municipal demain sans faute. » Alors, oh, vous inquiétez pas, patron, on se relaiera, on prendra le volant, vous inquiétez pas, on est près de vous, on est avec vous. Alors, le résultat, c'est que toute cette charmante équipe s'est rapidement endormie et que l'architecte a conduit toute la route, mais heureusement, les plans sont arrivés à temps pour la séance du conseil municipal. La construction de Notre-Dame va prendre 5 ans. Le 10 octobre 1953, la ville de Royan lance un concours d'architecture pour la reconstruction de l'église. En 1954, le projet de Guillaume Gillet est retenu. La première pierre est posée le 17 juillet 1955 et la nouvelle église de Royan est inaugurée et bénie le 10 juillet 1958. Cette église Notre-Dame de Royan, on a souvent tendance à la prendre pour une cathédrale, alors qu'elle n'est pas cathédrale, elle est simplement église paroissiale. On la prend pour une cathédrale tout simplement parce qu'on a un grand élan architectural, on a une grande verticalité. De l'extérieur, ça paraît pas fatalement un édifice religieux tel qu'on pourrait le concevoir. On peut tout à fait la comparer donc à une architecture médiévale. Alors c'est pas très étonnant quand on connaît la culture, la formation de l'architecte Guillaume Gillet, qui était féru d'architecture médiévale et donc d'architecture gothique. Et lorsqu'on lui a commandé cette église, il a fait une esquisse qui certes était demandée par le maire comme devant être quelque chose de vertical. Il fallait montrer que la ville de Royan se redressait après les bombardements. Et Gillet a produit une esquisse qui démontre cette volonté d'élancement. Et lorsqu'on regarde la conception du plan, on s'aperçoit qu'il y a toute une symbolique. En fait, Gillet a transposé dans une architecture moderne, donc du XXe siècle, toute une sorte de symbolique qu'on retrouve déjà dans les cathédrales gothiques. Du point de vue de la plastique, du point de vue du dessin, ce qui est frappant lorsqu'on vient de l'extérieur, progressivement on voit surgir cette masse de béton, qu'on découvre être du béton, mais on voit une espèce de silhouette un peu brune, avec une masse qui est la nef, et puis le grand clocher qui s'élève. C'est pas sans rappeler cette espèce d'effet de forteresse qu'on retrouve notamment à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, qui elle est construite en briques, mais qui, tout comme à Royan, montre une nef dépourvue de transept, avec une succession de rythmes. Cette fois là-bas, ce sont des contreforts ronds, ici ce sont des pointes de triangle. Et on a cet élancement, tout d'un coup, du clocher, comme on a ici à Royan. Alors cette église, comme on l'a dit, cette église s'est déplacée à l'intérieur de la ville. J'allais dire qu'elle a franchi un petit peu les étapes, franchi un peu les niveaux, et on est venu la placer sur une position du côté de Foncillon un peu plus dominante, et sur un terrain qui est un terrain en déclivité. Ça va permettre à l'architecte, à Guillaume Gillet, de jouer sur ce terrain,
tout en réorientant complètement l'église. L'ancienne église Notre-Dame, comme c'est souvent le cas au XVIIe, au XVIIIe, puis au XIXe siècle, était une église qui n'était pas orientée, je veux dire complètement désorientée. Le chœur n'était plus tourné vers l'Est. Guillaume Gillet va revenir ici, va être fidèle à la tradition, va réorienter son édifice. Et avec la déclivité du terrain, ça va lui permettre de mettre l'édifice complètement en scène, ça va lui permettre en fait de construire à l'intérieur de l'église un escalier qui va permettre de descendre finalement dans la nef et de découvrir de façon magistrale le cœur de l'édifice. Notre-Dame de Royan est un des premiers exemples de collaboration entre architectes et ingénieurs. Quand Guillaume Gillet est sollicité par le maire de Royan en 1953, il fait immédiatement appel à Bernard Lafaille. Bernard Lafaille était un brillant ingénieur centralien qui avait déjà une réputation internationale depuis les années 20. Il maîtrisait parfaitement les techniques de voile de béton. Alors que Notre-Dame allait être une œuvre testamentaire pour Bernard Lafaille, elle allait littéralement propulser la carrière de Guillaume Gillet. On a beaucoup parlé de Notre-Dame. Claude Parent a dit que ça a notamment secoué dans le milieu architectural de l'époque et cette église a été résolument novatrice. Alors, une des grandes originalités ici de l'église Notre-Dame, c'est son plan. C'est un plan qui est un plan tout à fait novateur, tout à fait moderne, puisqu'on abandonne le plan traditionnel en croix latine, c'est-à-dire avec une nef centrale, 2 bras de transept et puis un chœur, et on va remplacer tout ça par une mandorle, un plan en ellipse. Guillaume Gillet renonce au plan en croix au profit de la mandorole, figure géométrique issue du croisement de 2 segments de cercle proches de la forme d'une amande. L'architecte innove, mais il adopte cependant une figure traditionnelle de l'iconographie chrétienne. Elle représente le tout parfait, symbole de la naissance. Traditionnellement associée au Christ et à Marie, elle convient à la renaissance de l'église Notre-Dame de Royan. Nous venons d'évoquer ce plan, donc ce plan tout à fait exceptionnel, ce plan mandorle, et ce plan donc, qui fait partie des innovations qu'on va trouver à Notre-Dame. Vous savez, donc on sacrifie un peu le plan traditionnel, mais ce plan va induire un système qui est un système complètement novateur. C'est le système des supports en V que nous avons tout autour de l'édifice ici. Toute une série de supports en V qui alternent avec de grandes surfaces vitrées qui font toute l'originalité de l'édifice. Alors ces supports qui vont permettre de porter la voûte, qui a inventé la faille, ces supports qui vont également nous donner un édifice ici très original, parce que je vous disais, la lumière peut pénétrer à l'intérieur de l'édifice, mais ça va également induire quelques faiblesses, puisque je vous disais, on a une série de supports en V qui alternent avec des parties qui sont des parties vitrées, et ces supports en V, à cause de la charge que représente la voûte, auraient tendance naturellement à s'écarter. Pour éviter donc que ces supports s'écartent, ça c'est une constante de ces Gillet. Gillet va avoir l'idée de sertir dans la partie supérieure toute cette couronne, toute cette mandorle d'une galerie de circulation qui rappelle les triforiums des cathédrales, mais galerie de circulation donc, qui a à la fois un rôle esthétique et un rôle architectonique, puisqu'elle vient rigidifier cet ensemble, elle vient cercler véritablement cet ensemble de supports. Donc là encore, c'est une partie de l'originalité de Notre-Dame. Avec une galerie, comme vous le voyez, qui est tout à fait étonnante, puisque on va passer à la fois sur des parties qui sont des parties
internes de l'édifice et des parties externes qui vont nous donner une vue imprenable sur la ville. Ça, c'est tout à fait étonnant dans cet édifice. Et alors nous voilà maintenant à l'intérieur donc du chœur, l'élément qui est un élément extrêmement important dans les églises. Le chœur de Notre-Dame de Royan, il est tout à fait intéressant parce que lorsqu'on l'observe, eh bien nous avons ici un mobilier qui est en fait un mobilier très traditionnel. Je crois qu'on a la filiation dans tout cet ameublement avec la table de communion, les stalles, l'autel. Nous avons tous les éléments qui sont les éléments traditionnels, mais des éléments qui sont des éléments traités avec d'autres matériaux. Vous voyez que les stalles, par exemple, sont des stalles qui sont des stalles en béton fixe. L'autel est un autel brut de décoffrage. Alors c'est tout à fait intéressant parce qu'on a tous ces éléments qui finalement forment cet équilibre entre la modernité et la tradition, ce qui fait que le fidèle s'y retrouve. La partie occidentale, nous évoquions le béton brut de décoffrage utilisé sur le plan architectural. Voici un béton brut de décoffrage maintenant utilisé ici pour une œuvre qui est une œuvre sculpturale. Donc œuvre sculpturale, regardez comment on a joué ici sur les plis, pratiquement comme un drapé, alors qu'il ne s'agit que de béton, quelque chose qui est assez lourd, assez brut, et pourtant, matériau qui paraît toujours très lourd et très brut, et pourtant on a une impression de légèreté face à cet autel. C'est une œuvre qui est une œuvre tout à fait intéressante. Guillaume Gillet s'est intéressé à la décoration intérieure de cette église jusque dans ses moindres détails, et notamment pour les bénitiers, celui en forme de poisson plus particulièrement, mais encore les chandeliers ou la table de communion où l'on retrouve les plis qui rappellent les poteaux autoportants des V de la faille. Avant Vatican II, cette table de communion servait à partager la communion lors des offices par les chrétiens. Alors nous venons de faire le tour de cet autel majeur, qui absorbe véritablement l'attention avec le vitrail que nous avons derrière nous, et tout ça nous masque un petit détail tout à fait singulier de l'église Notre-Dame. Cette église Notre-Dame, elle est pleine de détails accumulés derrière une simplicité apparente. Donc sous ce vitrail, derrière cet autel, nous avons en négatif un véritable autel, mais un autel de plein air, un autel qui va ressortir de l'autre côté, puisque l'église est aussi conçue dans l'esprit de Guillaume Gillet. Nous sommes au cœur d'une station balnéaire pour pouvoir accueillir ici, sur le parvis, des messes en plein air. Alors, à propos des églises gothiques, vous savez qu'elles ont été voûtées en pierre. Alors on le faisait parce qu'il fallait lutter contre les incendies, puis aussi il y avait symboliquement, il fallait qu'on retrouve un petit peu la symbolique de la grotte. Et donc cette église, naturellement, construite en béton, il fallait bien la couvrir. Et vu la portée, il fallait qu'on trouve un système constructif. Alors Gillet a envisagé une couverture en bois, a envisagé une couverture en métal, a envisagé pas mal de choses, et aussi une couverture en béton. Alors, c'est ce qui a été fait. La voûte en béton, elle a une forme, comme on dit un peu vulgairement, de celle de cheval. Moi, je préfère, toujours en me rapportant un peu à la symbolique, dire qu'après tout, quand on regarde cette église, elle ressemble un petit peu à une mitre d'évêque, et que la toiture, c'est finalement l'étoffe qui ferme la mitre de l'évêque. Et là, on en revient toujours pareil à l'architecture gothique. Une voûte, ça pousse. Donc, ça a tendance à écarter les murs. Et on ne le voit pas, on ne se rend pas compte du tout quand on est à l'intérieur, mais quand on est à l'extérieur de loin, on s'aperçoit qu'à peu près au centre de l'édifice, eh bien, on a une couverture bombée. Et là, en fait, l'église, la toiture de l'église est bombée comme ça.
Il est évident que ce bombement, il n'a qu'une envie, c'est de s'affaisser et donc de pousser les murs. Pour éviter que les murs ne s'écartent, au Moyen-Âge, on mettait des arcs-boutants, c'est-à-dire qu'on poussait de l'extérieur, mais il y a un autre système qu'on peut faire, c'est tirer à l'intérieur. Et c'est la raison de la présence dans l'axe transversal de la nef de ces tirants qui en fait sont mis sous tension et qui ont comme rôle de maintenir les murs absolument verticaux et donc la courbure de la toiture parfaitement stable. Parce que imaginez que ça lâche, la toiture aurait tendance à s'affaisser. Encore un élément ici qui est tout à fait caractéristique dans la construction de cette église, c'est le système de circulation, puisque nous nous trouvons ici dans les bas-côtés de l'église, et vous voyez qu'on peut déambuler sur ces bas-côtés un petit peu comme dans les anciennes cathédrales. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que les Royannais ont baptisé cette église la cathédrale. Souvent on parle de la cathédrale alors qu'il ne s'agit pas du siège ici d'un évêché, il s'agit bien d'une simple église paroissiale. Ce sont ces rappels que l'on a là, ces rappels de l'architecture et notamment de l'architecture traditionnelle, de l'architecture gothique. Donc il y a la pénétration de la lumière, mais également ces parties qui permettent de déambuler, donc ces fameux bas-côtés. Et au-dessus de ces bas-côtés, on trouve au-dessus de nos têtes des tribunes. Donc c'est encore un rappel, petit clin d'œil, bien entendu, à cette architecture traditionnelle, cette architecture gothique. Le statuaire moderne de Notre-Dame est très important. Nous avons ici Saint-Joseph, qui a été réalisé par le sculpteur Perret, qui a également conçu 2 autres sculptures de cette église. On reconnaît ici Saint-Joseph qui porte les outils de charpentier. Sa présence à Notre-Dame rappelle également le côté éducateur qu'il a eu auprès de Jésus. Nous avons ici un triptyque intéressant qui a été réalisé par l'artiste Benoît Dragon et qui représente la mise au tombeau de Jésus. Cette œuvre représente la descente de la croix. Elle est également réalisée par Jacques-Yves Perret. Cette œuvre a été réalisée en cuivre martelé, en cuivre repoussé. Il s'agit de saint Antoine de Padoue qui porte l'enfant dans les bras, que l'on reconnaît ici. C'est l'artiste Pernaut qui l'a conçu. Une 3e œuvre de Perret, Sainte Jeanne d'Arc. Elle a été réalisée en métal calciné. C'est certainement la sculpture la plus surprenante à Royan dans Notre-Dame. Elle représente à elle seule le Royan détruit, mais également le Royan reconstruit. Le Royan détruit parce que le métal calciné rappelle la ville martyre par les bombardements de janvier et avril 1945, mais également le Royan reconstruit, puisque l'étendard qui flotte autour de son buste rappelle également l'envolée du clocher de Notre-Dame, symbole de la résurrection de la ville. Alors cette Vierge noire a quelque peu défrayé la chronique. Elle représente notre mère à tous et elle ne porte pas l'enfant dans les bras. Et d'autre part, elle avait les cheveux au vent, il a fallu lui rajouter le voile avant qu'elle puisse rentrer dans l'église. Là, nous sommes 14 mètres de haut sur la tribune de Notre-Dame de Royan, dans l'église de Guillaume Gillet. Et dans les années 60, on a entrepris la construction d'un instrument dans l'église moderne. Il y a eu plusieurs facteurs d'or qui étaient sur les rangs et finalement, les responsables à l'époque ont fixé leur choix sur Robert Boisseau. Robert Boisseau qui était à l'époque le premier à construire des tuyaux en étain martelé. Et c'était une redécouverte un peu de la technique des facteurs d'or du XVIIIe siècle. Notre-Dame des Royans est le premier instrument en étain martelé construit depuis le XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle un grand cesse-pied, c'est-à-dire que les tuyaux les plus hauts
mesure 16 pieds de haut, vous voyez, multiplié 16 par 33, ça fait des tuyaux qui ont 5 ou 6 mètres de haut. C'est un instrument qui comporte 3600 tuyaux, 3 claviers manuels, un clavier pédalier, mais qui est construit à l'ancienne, selon l'esthétique des grands facteurs d'orgue comme Clicquot, le facteur d'orgue du XVIIIe siècle. La seule chose qui est moderne, c'est que les souffleurs qu'on utilisait autrefois ont été remplacés par un ventilateur électrique qui envoie l'air dans l'instrument. De Notre-Dame de Royan possède ce qu'on appelle des chamades. Ceux qui ont voyagé en Espagne en ont peut-être vu parce que ce sont des tuyaux qu'on rencontre très souvent en Espagne. Ils sont horizontaux, ce sont des jeux d'anches, trompettes, clairons. Ils sont au-dessus de ma tête et au lieu d'être verticaux à l'intérieur du buffet, ils sont horizontaux et envoient le son directement dans la nef. Au départ, l'instrument a été construit avec ce qu'on appelait les dommages de guerre. Et le chanoine Roux, qui était curé de Notre-Dame de Royan à l'époque, avait reçu un chèque relativement modeste, mais son ambition était de donner dans cette église un instrument de grande dimension à l'échelle de l'édifice qui est très vaste, comme vous pouvez le constater. Donc, l'instrument a été inauguré en 1964 et c'est dans les années qui ont suivi, grâce aux concerts d'orgue, grâce aux quêtes qui ont été faites auprès des paroissiens qui, à l'époque, se sont montrés très généreux, que l'instrument s'est complété et il est passé de 24 jeux à 47, c'est-à-dire qu'il a doublé de volume. Je crois que c'était en 1964, mais justement l'année de l'inauguration de l'instrument par Guy Morançon, qui était organiste Notre-Dame des Victoires. J'habitais encore Paris à ce moment-là quand j'ai entendu parler de cet instrument qui était en construction. On m'avait dit, vous allez voir, c'est un instrument qui va être merveilleux, très beau. Donc j'ai décidé de quitter Paris, contrairement à tout ce que me disaient mes amis, en me disant, mais non, on ne va pas t'enterrer en province. Et je ne le regrette pas parce que c'est ma joie de vivre, cet instrument. Je l'ai vu construire, j'ai pu donner des conseils sur son agrandissement. C'est le centre de ma vie musicale. Ça m'a permis de rayonner, bien entendu, pour aller jouer ailleurs. Mais surtout, j'ai pu faire venir des organismes prestigieux de France. Marie-Carolin, Pierre Cochereau qui est venu 3 fois, mais aussi des organistes d'Angleterre, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Tchécoslovaquie, Autriche, États-Unis. Donc cet instrument, je crois que j'ai fait davantage pour sa renommée que pour ma carrière personnelle et je le regrette absolument pas. Autre élément tout à fait remarquable de cet édifice, mais qui était également un élément assez curieux, c'est le baptistère. Le baptistère se trouve depuis fort longtemps déjà, depuis l'époque carolingienne. Nous trouvons le baptistère qui est situé à l'entrée de l'église.
C'est depuis on baptise les enfants par aspersion et non plus par immersion. Et là, eh bien, le baptistère se retrouve un petit peu à part dans l'édifice. Vous voyez que le baptistère n'est plus du tout à l'entrée, mais se retrouve rejeté sur un des côtés, sur le côté sud-est de l'édifice. Il y a même pratiquement ici une entité qui est une entité architecturale particulière. Vous voyez d'ailleurs qu'il est conçu, là aussi, avec une redondance d'éléments, et notamment les piles en V, traitées un petit peu d'une autre manière, mais elles sont toujours là. On a toujours ces petits clins d'œil, cette unité de style. Nous avons ici un magnifique bénitier en forme de poisson qui a été dessiné par Guillaume Gillet lui-même. Il a même poussé l'humour jusqu'à mettre un petit galet pour représenter l'œil du poisson. Alors, le poisson est très important dans la liturgie chrétienne. À l'origine, les premiers chrétiens qui se réfugiaient dans les catacombes romaines pour prier avaient l'habitude d'avoir un petit symbole de reconnaissance entre eux qui était un poisson. Et en grec ancien, les initiales de notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur composent le mot ictus qui signifie poisson. Lorsque Notre-Dame est inaugurée le 10 juillet 1958, il ne reste pas un centime. Donc, il n'y a aucun vitrail. Le parachèvement de cette église n'est pas terminé. Le jour même de l'inauguration, le directeur de Sud-Ouest va rencontrer le curé et lui proposer de lancer une souscription au journal Sud-Ouest afin de financer un des vitraux de cette église. Cette proposition, bien sûr, sera acceptée par le curé et c'est ainsi que l'on va pouvoir financer ce vitrail qui sera réalisé par le maître verrier Claude Hidou. Il est en baccarat et c'est une interprétation de la Vierge miraculeuse de la rue du Bac à Paris, elle-même inspirée de l'Apocalypse selon saint Jean. En fait, mon père avait non seulement considéré ce bâtiment comme son chef-d'œuvre, mais qu'il y a pensé depuis le gros œuvre jusqu'au détail. Donc on a vu qu'il avait dessiné l'autel, qu'il avait dessiné le bénitier, et il a aussi pensé aux vitraux. Il a dessiné les vitraux, et les vitraux qui ont été réalisés dans la nef, dans le chemin de croix, au-dessus du baptistère, sont des vitraux réalisés d'après ses esquisses. Et je vais vous montrer quelques documents sur les vitraux que j'ai retrouvés et qui sont conservés aujourd'hui aux archives à l'Institut français d'architecture. Voilà, donc ce sont des aquarelles qui, en fait, montrent que les vitraux de la nef, les vitraux du chemin de croix, les vitraux du baptistère ont été réalisés suivant le dessin de l'architecte. Et c'est la solution que mon père a finalement trouvée, alors qu'au départ, il pensait à solliciter plusieurs de ses amis peintres. Et puis, au fur et à mesure, tant que le volume lui-même n'était pas construit, c'était difficile pour lui de prendre conscience de ce qu'avait besoin ce volume, comme lumière et comme couleur. Et donc, une fois que l'église a été couverte, voilà, il a mis au point, avec le maître verrier Martin Granel, cette solution qui est très sobre, très discrète et en même temps qui se marie parfaitement avec l'architecture et en conservant son unité. Et c'est vraiment ça que mon père tenait à garder. Malheureusement, à Royan, l'enveloppe financière n'a pas permis que les vitraux soient réalisés en même temps que les gros œuvres, sur la même lancée. Donc ils ont été réalisés, il y a eu plusieurs tranches, si vous voulez, jusqu'en 70, où là c'est la dernière maille des vitraux du chœur qui a été posée, mais qui ne convenait pas du tout à mon père parce qu'il la jugeait trop sombre. Elle ne correspondait pas
au dessin qu'il avait demandé. Et puis, elle était dans une gamme dominante très verte, qui n'était pas du tout logique par rapport à la gamme dominante bleu-gris de la nef. Et ce qui est important de remarquer à Royan, c'est la progression qu'il y a en fait dans la chromatique depuis l'entrée du portail ouest jusqu'au chœur à l'est. Les vitraux sont très sombres derrière les orgues et petit à petit vont s'éclairant et normalement auraient dû être le plus clair dans le chœur. Et les deux rangées qui encadrent le vitrail triangulaire auraient dû être encore plus clairs que ceux de la nef. Et cette progression est tout à fait visible dans l'église de Soissons, où là on a une progression de l'entrée dans des couleurs froides jusqu'au chœur, où il y a tout un camailleux de couleurs chaudes, de rouge, de jaune, de violet, voilà, qui sont extrêmement réussis. Alors ce qui est très intéressant à Royan, c'est que les vitraux sont donc faits en dalles de verre, sertis dans du béton, et que dans le joint, il y a une plaque de verre transparent perpendiculaire au plan du vitrail. Et ça, c'est vraiment un exemple tout à fait unique dans l'art du vitrail à cette époque. Et je pense que cette lame de verre était destinée à la fois à capter la lumière, à donner une épaisseur à la lumière, et j'ai cru entendre qu'il y avait aussi une question d'acoustique. C'était pour peut-être briser la question des réverbérations et faire en sorte que l'acoustique soit plus homogène. Le chemin de croix comporte 18 étapes. On y retrouve systématiquement la silhouette du Christ en rouge. 4 étapes contemporaines ont été rajoutées, dont une croix qui symbolise la résurrection du Christ. Arrivant dans cette nouvelle paroisse de Royan-Côte-de-Beauté, voilà qu'il m'ait fait la grâce de découvrir cet espace de célébration tout à fait hors du commun, assez extraordinaire. Et voyez-vous, ce qui me marque en ces premières semaines où je découvre le ministère de curé à Royan, c'est vraiment une expérience pratiquement de type métaphysique. Cet espace a quelque chose d'assez extraordinaire qui fait qu'on a l'impression que la matière, par la grâce de l'architecture, va se transmuer en esprit, en lumière. C'est particulièrement frappant lorsque nous célébrons l'Eucharistie très tôt le matin ou tard le soir. L'architecture de cette église fait que nous sommes comme aspirés. Elle nous ouvre à ce moment-là à une dimension d'infini qui n'est pas sans rappeler la présence de l'océan juste à côté. Et ce n'est pas pour rien qu'effectivement, M. Gillet a voulu que cette belle église ait la forme d'une nef qui nous dit un autre océan, nous rappelant ainsi la belle image de Grégoire de Nazianze qui dit que Dieu est cet océan d'amour sans limite. Et cette nef, elle nous est donnée pour essayer ainsi de voguer vers cet amour-là. Bon, une expérience vraiment qui fait que ce que nous célébrons ici devient encore, employons un mot un peu compliqué, comme tangentiel à l'être même de Dieu, qui est amour. Vraiment, une architecture qui nous aide à être, pas à faire des efforts pour aller vers Dieu, mais être aspiré par son amour. Quelque chose de très très fort. Et donc, l'impression aussi qu'avec l'Assemblée, nous sommes vraiment comme un équipage, tous ensemble, appelés à larguer les amarres pour signifier une autre présence.
dans cette église, les pathologies sur les bétons sont donc situées surtout sur les arêtes des voiles extérieures et puis également à l'intérieur. Et toujours dans les parties qui sont assez peu couvertes par le mortier. Alors c'est vrai que les voiles de béton eux-mêmes, cette structure formidable, paraissent massifs comme ça, mais en fait ils font grosso modo 7-8 cm d'épaisseur, pas plus. Si bien que lorsqu'on se trouve à l'extérieur, le béton est exposé aux intempéries sur 3 faces. Et très facilement, l'eau pénètre rapidement dans le béton et va ensuite oxyder les fers. Et les fers vont donc rouiller, gonfler et faire éclater le béton. En réalité, le phénomène n'est pas que le béton est poreux et que l'eau est rentrée et ensuite a fait rouiller le fer. C'est un phénomène qui est complètement différent et ce n'est pas spécifique à Royan. C'est comme ça que ça se passe dans les bétons. Le béton, lorsqu'on le fabrique, il a un certain pH qui doit être à un certain niveau. Progressivement, avec le temps, les agressions atmosphériques, ce pH va se dérégler. Et c'est à ce moment-là que l'oxydation va se produire, va faire fissurer le béton, l'eau va à ce moment-là rentrer et va augmenter encore plus le phénomène de rouille, et à ce moment-là, on va avoir l'éclatement du béton. Et donc voilà ce qui se passe sur cette église. Lorsque j'ai été nommé ici, déjà des travaux de restauration avaient été engagés. Mais 20 ou 30 ans après, il est à craindre que le phénomène de dégradation tel que je l'ai décrit dans la réalité ne continue de se faire. Si bien que lorsque je suis arrivé, on avait connaissance d'autres techniques de restauration qui avaient fait leurs preuves depuis une dizaine d'années, qui avaient été expérimentées déjà sur différents édifices, et notamment à Châtellerault, sur une passerelle en béton armé, que la Conservation régionale des monuments historiques de Poitou-Charentes avait suivi. Et donc, lorsque j'ai pris mes fonctions ici, j'ai demandé à ce que cette méthode-là soit mise en œuvre. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, il n'y a pas d'éclatement de béton, sauf, et ce n'est pas une petite exception, dans les toitures de ce qu'on appelle le déambulatoire, ou ce qu'on peut appeler la couverture du bas-côté, avec les percements que l'on voit là-bas, des petits vitraux qui représentent d'ailleurs le chemin de croix. Ces endroits-là, très névralgiques, eux, présentent de graves pathologies. Alors c'est dû à la fois à la structure. L'eau s'infiltre par des fissures et ça coule tout doucement, puis évidemment il fait froid, ça fait éclater les bétons. Mais il y a également un phénomène de structure, tout simplement parce que cette couverture-là a un rôle de butée. De là à penser que la structure elle-même de l'église joue sur ces points névralgiques et contribue à faire éclater les bétons, on a voulu en avoir le cœur net. Alors on a fait une modélisation sur informatique, sur ordinateur, et on a rentré des éléments finis, on a refait une sorte de reconstitution en trois dimensions d'une travée de l'édifice, et on a vu comment se comportait cette partie-là, cette travée, et on a constaté qu'effectivement les points névralgiques s'étaient situés à la jonction entre cette toiture et les piliers. Par contre, la chose rassurante, c'est qu'à la suite de cette analyse, on a constaté que l'église de Royan n'était pas prête de tomber. Donc c'est déjà rassurant, mais il faut malgré tout agir et vite, parce que c'est vrai que quand on voit l'état des bétons à l'extérieur et puis quand on a un petit peu la curiosité de regarder dans ces toitures-là, on peut être effectivement effrayé de l'aspect que ça donne. Et puis lorsqu'on voit le nombre de cuvettes, de bassines qui jonchent le sol, et dans le silence de l'église, lorsqu'on entend tomber les gouttes, on s'aperçoit quand même que l'édifice est malade. Donc on va s'employer à le soigner. Alors, autre clin d'œil, qui est plus tardif, bien entendu, cette tradition, et là, qui est encore un élément exceptionnel pour le XXe siècle, c'est la plaque tombale de Guillaume Gillet. Guillaume Gillet souhaitait ici que l'on insère donc ces cendres à l'intérieur de cette église qu'il considère comme, à juste titre d'ailleurs, comme son chef-d'œuvre. Oui, comme vous avez pu le constater, cet édifice connaît un vieillissement prématuré. Donc un groupe de passionnés d'art et d'histoire s'est constitué et nous avons créé l'ADER, l'association de défense de l'église de Royan. Notre-Dame est l'œuvre majeure de Guillaume Gillet. Elle est également l'emblème de notre belle ville de Royan. Donc nous devons nous mobiliser
pour sauver cet édifice et assurer la pérennité aux générations à venir. Nous nous permettons d'espérer votre soutien. N'hésitez pas à parler de l'ADER et ses actions à vos amis. Merci pour votre esprit de coopération et à très bientôt, j'espère.